Mais aujourd'hui, la façon dont fonctionnent les paysans n'est pas assez, si vous voulez, on n'a pas la plateforme nécessaire pour pouvoir développer les produits. Ces produits marchent lorsque l'on prend une zone dans un pays qui est exposé à un type de risque et qui a une étendue très grande et que ça soit la même plantation qui est. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de produit suit l'évolution de la plante, de la semence jusqu'à la récolte. Et quand on plante sur 50 mètres carrés des pois et sur 40 mètres carrés du maïs, la durée n'est pas la même. Donc on ne peut pas offrir ce genre de produit très facilement. Il faudrait d'abord qu'il y ait une politique bien spécifique qui dise que telle zone dans ce pays est capable de générer tel type de produit et se concentrer là-dessus et trouver les moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est très très difficile, surtout quand on vit dans un pays où l'environnement est complètement dégradé en termes de... Maintenant, les produits de catastrophe naturelle, il y a une très forte demande. Encore une fois, les capitaux, il faut parce que c'est très risqué. Aujourd'hui, je pense que Émile va parler un petit peu des études que nous avons faites et des risques et des menaces que nous avons maintenant au niveau des catastrophes naturelles. Donc, les capitaux, la réassurance qui serait prête à le faire, le ferait sur une base de risque indiciel. Donc, il faudrait prendre ou que la police entre en force pour recouvrir à partir d'un déclencheur. Donc, qui pourrait être, par exemple, un cyclone de catégorie 5, mais si c'est un cyclone de catégorie 4, il n'aurait pas remboursé. Ou si c'est un tremblement de terre de catégorie 7 qui devrait déclencher, que ça soit une catégorie 4, il n'aurait pas remboursé. Donc il y a un risque de base qu'il faut retenir localement en Haïti. Et pour ça, il faut beaucoup de capital. Donc en fait, je pense que c'est l'un des points où il pourrait y avoir un partenariat public-privé qui puisse prendre en considération le risque de base avant de pouvoir transférer ces risques à des capitaux beaucoup plus importants comme la réassurance. En fait, aussi, on peut voir qu'en termes de complexité, tous ces produits, plus la demande est forte, plus les produits sont complexes, de façon à les établir, les commercialiser, les distribuer de façon viable à long terme. Le poids de la technologie, on en a parlé. En fait, la technologie, c'est pour essayer d'aller le plus bas que possible. On a les expériences, nous autres, où nous avons des produits qui pourraient coûter 1,62$ par mois. On l'a fait pour aller le plus bas que possible. Par contre, avec les recherches et développements que nous avons fait et avec la conception des produits qui répondaient aux besoins bien spécifiques, et je crois qu'Émile en a parlé aussi tout à l'heure, aujourd'hui, la moyenne est entre 7 et 12$. Donc la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut une balance entre la technologie, la recherche et le développement pour concevoir le produit qui répond non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau des besoins de la clientèle. Et si on n'arrive pas à aller plus bas avec la technologie, je pense que ce marché, la clientèle, elle en a besoin, elle comprend l'importance. Et très souvent, on pense que les gens à faible revenu ne gèrent pas le risque. Pourtant, ce n'est pas vrai du tout. Ils ont des moyens qui ne conviennent pas, mais ils ont des moyens pour gérer les risques. Et il faut être capable de transférer ces moyens en produits financiers. Et c'est là tout le challenge pour les assureurs. Donc en fait, la technologie, oui, on en a besoin parce qu'il faut que les coûts soient le plus bas que possible. Il faut qu'on ait des reporting qui puissent nous aider à gérer correctement les prises de décision. Par contre, l'aspect culturel et l'aspect éducation sont très très importants dans la réussite à long terme des produits de microassurance. Aujourd'hui, une société de microassurance, de microfinance qui fait un crédit, qui a un portefeuille qui est couvert par une microassurance, une fois que le client laisse le microcrédit, il n'a plus accès à l'assurance. Donc
Donc aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour distribuer des produits de microassurance qui ne sont pas directement liés au portefeuille, qui puissent continuer à évoluer avec la croissance économique et sociale du client de la société de microfinance. Donc les acteurs, en fait, l'État, il faut que l'État nous donne une législation adéquate. Aujourd'hui, la législation est pratiquement inexistante. On va en parler aussi demain plus longuement dans le secteur en général. Mais il faut une législation adéquate qui favorise le développement du secteur des assurances et non pas une entrave pour le secteur des assurances. Assumer son rôle de régulateur, il faut trouver le capital humain. Je pense qu'aujourd'hui, l'État est de bonne foi, le ministère des Finances est de bonne foi, ils font beaucoup d'efforts. Mais ils n'ont pas le capital humain nécessaire et il faut que les bailleurs de fonds soient capables de les encadrer correctement de façon à ce que même s'il y a une législation, qu'il y ait un organe régulateur pour faire le suivi. L'environnement, l'infrastructure, on ne va pas revenir là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, 2 heures de pluie à Port-au-Prince, qu'est-ce que ça vaut? 1 heure de pluie au CAI, la ville n'existe presque plus. Donc il faut une amélioration de l'infrastructure pour aider à aller à plus long terme. Campagne d'éducation, c'est très très important. Ouverture de marché, libre concurrence. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des produits qui peuvent être beaucoup plus, enfin nous aider à aller plus profondément en termes de pénétration des assurances. Par contre, aujourd'hui, c'est le fief de l'État. On parle de FATMA, on parle de l'ONA. Je pense que demain, le challenge sera très, très intéressant. Le secteur privé, les capitaux nécessaires pour prendre les risques, la bonne gouvernance, donc savoir réellement ce qu'on offre, que ce soit à long terme, puisque assureur, tout comme les banquiers, c'est la prime des déposants qui est utilisée. Innovation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et implémentation et développement. Les bailleurs de fonds, fournir l'assistance technique, financer l'expertise, participer aux campagnes d'éducation et aussi nous permettre d'avoir accès à une technologie de pointe qui puisse nous faire avancer plus rapidement. Voilà, je pense que c'est ça. Merci. Parce que vous faites la liaison avec M. Pantaléon, est-ce qu'effectivement assurer certes, est-ce que c'est conditionné par l'environnement externe, à savoir l'environnement étatique, l'environnement institutionnel? Donc, si effectivement il n'y a pas un environnement propice à cela, moi je ne peux pas assurer ma petite entreprise, je ne peux pas assurer mon petit commerce. Est-ce que ce serait ça, Olivier? Jusqu'à date, y compris avec le tremblement de terre, je pense. Donc, même si nous avons des difficultés au niveau des assurances, au niveau du secteur privé, dans la conception des produits, par le manque d'infrastructures, par le manque d'encadrement et par le manque de législation adéquate qui puisse promouvoir, je pense que c'est là tout le challenge, mais le challenge peut être fait. On peut concevoir des produits qui répondent aux besoins, qui répondent à la culture et qui répondent aux risques environnementaux aussi. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est qu'un risque s'achète et il y a un coût pour ça. Donc, si l'environnement pourrait s'améliorer, c'est sûr que le coût de l'assurance pour le client pourrait être amélioré aussi et le rendre beaucoup plus abordable. Est-ce que c'est la position rapidement avec M. Pantaléon? À savoir si. Ok, c'est bien. Ok, bonsoir. Je vais surtout parler de la microassurance, mais c'est pour montrer qu'il est possible au niveau de la microassurance techniquement de développer ce marché, de développer ce secteur. D'abord, pour parler de microassurance, il faut comprendre rapidement ce que c'est que l'assurance. L'assurance, on peut voir on sait tous que c'est une protection financière qu'on achète en cas de réalisation d'un risque. Donc automatiquement, on voit même de la définition, on parle d'emblée de risque.
Et on parle de cotisation parce que l'assurance n'est pas gratuite, il y a un coût. Donc, quels sont les risques auxquels on est exposé? On a 3 sortes de risques. Voilà. On a les risques sanitaires, maladies, accidents, décès, etc. Et nous avons également des risques d'ordre politique, des risques anthropiques, c'est-à-dire grèves et émeutes, incendies, des risques qui sont provoqués par l'homme, et pillages et vols. Et en gros, quelle que soit la catégorie sociale de la personne, ou quelle que soit sa fortune, tout le monde a un besoin de se protéger face aux risques. Dans les enquêtes que nous avons effectuées, nous avons remarqué, à partir des questionnaires et des recherches, nous avons remarqué en Haïti, beaucoup de paysans ont perdu leur terrain suite au décès de leurs proches. À chaque décès, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent un carreau ou un demi-carreau. Et finalement, après 5-6 décès, ils n'ont plus de terrain. Ils sont obligés d'aller travailler avec quelqu'un. Ou peut-être laisser la campagne pour entrer à Port-au-Prince. Nous avons constaté également que beaucoup de gens se sont endettés en Haïti pour faire face à une hospitalisation ou un accident invalidant. Donc, généralement, ce n'est pas une dette pour un mois ou pour 2 mois. Généralement, c'est des dettes qui s'échelonnent sur 1 an ou plus. Même en province également, des gens font des prêts pour répondre à leur hospitalisation. Et plus près, nous savons que les inondations, les cyclones et les catastrophes naturelles conduisent des gens non seulement à un niveau extrême de pauvreté, mais beaucoup plus. Nous avons parlé tout à l'heure, M. Bawa parlé de l'agriculture, qui est un secteur assez important. Mais les gens, finalement, les planteurs abandonnent l'agriculture pour faire autre chose parce qu'à chaque fois, il y a inondation, il y a cyclone, ils perdent leur force de travail, et bien ils sont obligés de chercher d'autres possibilités. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'ils utilisent pour répondre à ces risques? Généralement, c'est des prêts, c'est des dons, et nous avons constaté que ces prêts répondent à 5 à 10% de leurs besoins. Les soldes, généralement, ça couvre entre 10 à 40%. Les transferts des proches de la diaspora, c'est une source très importante pour nous autres, en Haïti. Mais généralement, ça ne couvre que 20 à 50% de leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut, généralement, ils demandent plusieurs proches aux États-Unis de leur faire un transfert. Et les subventions étatiques, quand ça arrive, ça ne couvre que 1 à 5% des pertes. Donc, on voit ce que c'est que l'assurance, on sait maintenant les risques auxquels on est tous exposés. Maintenant, c'est quoi la co-assurance? C'est simple, c'est l'adaptation des couvertures classiques, c'est-à-dire c'est les mêmes couvertures d'assurance, mais qui doivent être adaptées, bien entendu, aux conditions de vie, à la culture et à la capacité financière des couches défavorisées. Donc, en quelque sorte, il faut amener l'assurance au niveau des gens qui a plus faible revenu au niveau du pays. Pourquoi? Parce que pour les aider à faire face financièrement et également à préserver leur statut social face aux risques auxquels ils sont exposés, les risques que nous avons vus plus haut. Et on va parler du paradoxe. Chaque personne, définitivement, quand on investit de l'argent, on prend un risque. Donc, à court terme, on ne souhaite pas perdre d'argent. Et le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est Daniel Bernoulli, qui est un mathématicien. Justement, dans les essais de l'Institut de Saint-Pétersbourg, il a constaté que généralement les gens ne font pas de choix en fonction de la probabilité que l'événement se réalise. Par exemple, en Haïti, on peut dire que chaque année, on sait qu'on va avoir des inondations. Alors vous allez vous dire pourquoi quelqu'un qui sait qu'il va avoir une inondation ne prend pas une couverture d'assurance. Si vous lui demandez par exemple 1 000, 2 000 $ pour prendre cette couverture d'assurance, il va vous dire non. Vous allez dire mais je ne comprends pas. Vous savez pertinemment que vous allez avoir une inondation et vous refusez d'acheter une assurance. Eh bien c'est simple, il fait son choix beaucoup plus en fonction de la cotisation parce qu'il sait qu'il a une probabilité de perdre d'argent. Oui, ça peut arriver, mais à court terme, 6 mois, 1 an peut passer et il n'y a pas d'inondation, il va perdre de l'argent. Donc, c'est la mise initiale
qui est beaucoup plus important dans la prise de décision et non pas forcément la probabilité que l'événement se réalise. Et on a remarqué également que une personne serait plus intéressée à miser 10 gouttes pour avoir 20 gouttes au lieu de miser 20 gouttes ou 200 gouttes pour avoir 400. Pourquoi? Parce que la mise initiale est plus importante. Donc pour lui, l'utilité également est différente parce que si ça ne réalise pas, il va perdre beaucoup plus. Mais si en mise en 10 gouttes, ça ne se réalise pas, il perd 10 gouttes et 10 gouttes ne va pas tellement déranger sa situation économique ou ne va pas tellement déranger la consommation d'autres biens qu'il doit acheter également. Donc voilà, c'est le paradoxe, c'est le caractère paradoxal et c'est Daniel Bernoulli qui nous a démontré ça. Cette aversion au risque, on parle d'aversion au risque, eh bien nous amène à une notion d'utilité. Par exemple, l'utilité, bon, c'est le bien-être ou la satisfaction obtenue. Nous avons l'utilité marginale, qui est aussi une autre notion qui va nous aider à comprendre techniquement pourquoi l'assurance, la micro-assurance est importante et aujourd'hui est possible. Eh bien, quelqu'un qui a déjà une assurance, disons 100 000 $ d'assurance, si vous augmentez son assurance de 10%, ça passe de 100 à 110 000, certes, il va avoir une augmentation de satisfaction. Mais si vous augmentez 5 000 de plus, sa satisfaction va être moins. Mais par contre, quand vous donnez l'assurance à quelqu'un qui n'en avait pas du tout, eh bien la satisfaction de cette personne augmente considérablement. Donc, quelqu'un qui a déjà une assurance, sa satisfaction augmente moins quand vous allez augmenter sa garantie. Donc, on peut même parler de utilité de croissance marginale parce qu'à un certain moment, ça ne lui dirait plus rien si vous augmentez légèrement. Mais par contre, quelqu'un qui n'avait pas du tout, en augmentant, ça c'est extrêmement important. Donc, on peut dire, essayer d'augmenter la pénétration d'assurance en Haïti, eh bien on va essayer d'augmenter la couverture des gens qui ont déjà les 10% environ qui ont déjà accès à la couverture d'assurance, mais la satisfaction ne va pas être très importante et le besoin n'est pas aussi très important pour eux. Mais par contre, quand on va vers les gens qui n'ont pas les moyens et vous leur essayez de leur apporter une assurance à faible revenu, bien entendu, automatiquement leur satisfaction va être augmentée de manière considérable. Donc, ce sont des théories dans la finance, dans l'économie, etc., et qui aujourd'hui justifient que la micro-assurance est possible et on peut investir là-dedans. Maintenant, quelles sont les contraintes des assureurs? Quelles sont les contraintes des assureurs? Premièrement, l'adaptation culturelle, c'est une contrainte importante. Il faut créer des formulaires simples, parce que c'est un groupe où peut-être vous ne pouvez pas, avec des formulaires complexes que nous utilisons aujourd'hui dans l'assurance, et apporter des formulaires à ces gens pour leur demander de compléter. Il faut des visuels explicatifs, des focus group pour essayer de comprendre leur culture, et également adapter votre produit à leur culture. Les carences des infrastructures de service. Par exemple, supposons qu'on veut entrer dans la micro-assurance santé, on ne peut pas demander à ces gens de payer leurs soins de santé, ensuite de soumettre une réclamation à la compagnie pour être remboursé. Donc il faut une certaine disponibilité des infrastructures de service. L'antisélection, ces groupes sont beaucoup plus vulnérables, nous avons vu ça, ils sont beaucoup plus exposés aux risques. Donc pour l'assureur, l'antisélection c'est un paramètre très important qu'il doit contrôler et voir comment contourner ce problème. Et finalement, il faut une tarification sur mesure. Nous avons vu que la cotisation, elle est importante, donc il faut trouver ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire la prime maximale que ces gens ont la capacité et sont disposés à payer compte tenu des autres biens de consommation qu'ils ont besoin également de se procurer. Et finalement, la distribution du produit. Tout ça, ce sont des contraintes qu'un assureur doit essayer de surmonter. Exemple pratique, avec Protecta, qui est un produit de micro-assurance que nous avons finalement lancé il y a environ 2 ans.
Donc, initialement, c'était un plan funéraire, c'est-à-dire qui couvre uniquement, qui prend en charge les funérailles des assurés. Mais à travers des enquêtes, nous avons mené une étude à peu près sur environ 6 à 7 000 personnes à travers les 10 départements. Et la culture même de ces gens vous disent, écoute, si je n'ai rien, qu'est-ce que la compagnie va me donner en retour? Ils ne comprennent pas. Techniquement, l'assurance est là pour répondre à un besoin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça nous a amené à développer ce qu'on appelle le cashback. Le cashback, qui c'est comme une forme de rente. Si la personne n'est pas morte, après un certain nombre de temps, on lui retourne une partie. Donc, c'est cet aspect culturel et également l'enquête qui nous a permis de comprendre et de pouvoir venir avec cette réponse. Également, le cashback nous a permis de techniquement d'équilibrer le portefeuille parce que ça nous permet d'attirer les gens qui sont les plus jeunes. Parce qu'ils peuvent dire, ok, je ne vais pas mourir tout de suite, donc j'aurai le temps de toucher plusieurs notes et même de toucher l'intégralité de la prime que vous allez me donner en cas de décès. Également, l'assistance financière, ils ne sont pas seulement intéressés aux funérailles, mais et mes enfants, l'écolage de l'enfant, le loyer de la maison. Si je ne suis pas là, comment est-ce qu'ils vont faire pour payer ça? Et nous avons tout de suite apporté une réponse qui est l'assistance financière. Non seulement on prend en charge les funérailles, mais également on paie une assistance financière à la famille qui peuvent les aider à faire face au décollage et à autre chose. Le nom du produit même, ça a été tiré de l'enquête. C'est incroyable, quand on parle Protecta, il y avait plusieurs noms. Protecta, il y avait Assure, il y avait même il y avait un nom, c'était bizarre. En tout cas, mais finalement, les gens sont optés pour Protecta. La cotisation maximale, nous avons dit ça parce qu'on ne peut pas calculer l'utilité mesurée de manière chiffrée, mais avec certaines méthodes, on peut les demander de comparer. Par exemple, si vous avez 1000 gouttes, acheter un cabri, peut-être c'est plus intéressant pour un paysan que de payer une couverture d'assurance. Du coup, quel est le montant maximal que vous serez prêt à débourser pour avoir une couverture d'assurance qui va répondre à ça? Et ils nous ont dit, voilà le montant. Mais ce que nous avons constaté également, ils ont fixé un montant, mais en utilisant l'assurance, ils ont vu la valeur ajoutée et ils ont allé au-delà de ce qu'ils avaient dit au départ. Donc, la confiance, quand elle est établie, également la compréhension et la culture d'assurance, les gens sont prêts à acheter beaucoup plus. Et finalement, la mise en place de réseau de prestataires et de réseau de distribution, nous avons fait tout ça. L'identification des assurés, ça c'était également un problème, je sais, au niveau de la micro-assurance, on va nous dire que les gens n'ont pas de carte d'identité, ils l'ont passé. Par contre, comme monsieur a posé la question tout à l'heure, nous avons, pour identifier ces assurés, pour mieux gérer les sinistres, nous avons dû nous-mêmes identifier, donner une carte avec numéro, date de naissance, etc., justement pour contrôler ce problème. Donc, en gros, voilà. Côté cas, nous avons 4 lignes, 4 plans, aujourd'hui classique plus cashback, 5 étoiles, et récemment nous avons lancé Silver. Cotisation reste fixe par tranche d'âge et c'est garanti jusqu'à la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui paie aujourd'hui, s'il a 30 ans, paie le même montant, même si à 100 ans, ça ne va pas changer. Et c'est comme une garantie entière, ça, c'est jusqu'au décès. Le modèle est volontaire, c'est distribué à travers la BNC et les institutions de microfinance. Vous voyez, ici nous avons la carte, vous voulez voir, c'est une carte qui identifie avec la photo, clairement. Donc en cas de décès, on présente la carte et on peut voir que c'est bien la personne assurée. La prime minimale aujourd'hui est de 54,50 par mois. Et en un an et demi, nous avons pu atteindre environ 10 000 assurés. Donc en gros, la micro-assurance, c'est possible. Quelle utilisation rationnelle d'un médium assez petit? Oui, je dis merci pour l'invitation. Et moi, désolé de ne pas parler créole et continuer avec le français, les petits blancs. Petits blancs. Donc, on va parler effectivement de la micro-assurance. Qu'est-ce que disait Churchill, Winston Churchill? Il expliquait à
préalablement que si cela m'était possible, j'écrirais le mot assurance dans chaque foyer, sur le front de chaque homme, tant je suis convaincu que l'assurance peut, à un prix modéré, libérer les familles de catastrophes irréparables. Alors, il parlait d'une époque où l'Angleterre était encore moins riche que maintenant, malgré une puissance politique. Alors, où en sommes-nous maintenant actuellement? 87% environ des cotisations mondiales sont payées par 15% de la population mondiale, qui correspond aux pays dits riches, les pays entre guillemets du Nord. Donc on voit qu'on est loin du rêve de Churchill. Et la question se pose, c'est que vient faire la microassurance pour résoudre, disons, cette situation. Alors, classiquement, on définit la microassurance comme une assurance à destination des populations à faible revenu. Maintenant, vous voyez que le concept de faible revenu est très très large. Et dans les différents pays où je suis amené à intervenir, les gens n'aiment pas trop le terme même microassurance. Ils veulent une assurance, ils ne veulent pas une microassurance. C'est quelque chose qui revient de façon constante. Au Pakistan, donc un de mes collègues a eu le même témoignage que j'ai eu ici, parce que vous savez, dans les institutions de microfinance, vous avez aussi des gens du secteur formel qui prennent également un crédit, qui font aussi de l'épargne via des institutions de microfinance. Et donc, qu'est-ce qu'il disait, cette dame? Il disait ces services ne sont pas pour moi, je suis professeur, je ne suis pas pauvre. Bon, par rapport à nos critères, on va dire de pays riches, elle l'était, mais elle ne le vivait pas comme tel. Donc c'est un terme qui est de plus en plus réducteur et expliqué, c'est un peu le cas que l'on utilise. On utilise finalement très peu le terme de microassurance. La microassurance, ce n'est pas qu'une question, bien sûr, de termes. Et ça va gérer au-delà des institutions de microfinance. On est en train de développer l'assurance à travers des réseaux de distribution populaires qui ont une légitimité auprès des populations, parce qu'ils ont une connaissance sociale, culturelle de ce qui se passe. Donc on s'appuie aussi sur des banques, on s'appuie sur des syndicats, on s'appuie sur des fournisseurs d'électricité ou d'eau potable comme en Amérique latine. On s'appuie sur différentes organisations populaires qu'on aide aussi parfois à structurer pour offrir correctement des produits d'assurance. Alors quels sont les obstacles? Ici c'était une photo d'Afrique du Sud à titre d'exemple. Alors quels sont les obstacles du développement de l'assurance? Alors le premier obstacle, c'est bien entendu la méfiance ou la méconnaissance. Pourquoi une méfiance? C'est qu'on va se méfier de toute institution externe à sa communauté. Ça, c'est une constante que l'on retrouve aussi dans de nombreux pays. La méconnaissance de l'assurance, c'est qu'on ne connaît pas trop non plus ce terme, qu'est-ce que ça signifie vraiment. Alors, il y a un travail considérable qui est actuellement réalisé tant ici par EIC que dans les autres pays où j'interviens. Donc pour vulgariser l'assurance à travers des termes qui sont beaucoup moins techniques, qui sont compréhensibles, qui font écho aux gestions traditionnelles du risque. Le deuxième élément qui revient souvent, qui explique que l'assurance se diffuse progressivement, c'est la crainte des fraudes. La crainte des fraudes tant des populations que des assureurs aussi, qui sont des fois exposés à des fraudes des assurés eux-mêmes. Alors on parle souvent du prix. Donc le prix, par exemple, donc le président de la Fédération des assureurs de droit africain le relativise, il dit le pouvoir d'achat a bon dos, il ne constitue pas un sérieux frein de développement du secteur de l'assurance. Nous manquons souvent d'imagination et de créativité pour adapter nos produits aux moyens financiers des populations. À preuve, ce sont les mêmes populations pauvres qui consomment le téléphone et la bière. L'autre point, c'est les contraintes techniques. C'est vrai qu'on est obligé d'utiliser, bien entendu, un système d'information qui va nous renseigner sur le suivi du programme. Or, dans beaucoup de pays, j'étais il y a un mois au Sénégal et quelques mois plus tôt en Côte d'Ivoire, vous avez fréquemment des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité qui ont un coût, pas seulement pour les assureurs, mais quand vous êtes un artisan, par exemple votre stock qui est dans un petit réfrigérateur est perdu, vous ne pouvez plus le vendre. Alors ensuite, les fraudes, il faut les relativiser aussi dans le secteur. Les fraudes les plus importantes qui ont marqué le paysage mondial, à ma connaissance, c'est plutôt Enron, plutôt Madoff. Il faut quand même relativiser aussi ce problème, tant rapidement du risque de fraude. L'un des obstacles, par contre, qui me semble important, c'est les réseaux fondamentalistes, c'est-à-dire d'où qu'ils soient, et les gangs qui, quelque part, nous court-circuitent, on apporte une protection formelle qui change du clientélisme classique et qu'on dérange. Dans tous les pays où j'interviens, j'ai souvent ce problème de là où on a un
travail de dénigrement par rapport au travail que l'on réalise. Enfin, il y a les partisans du status quo qui existent dans tous les pays. Enfin, il y a deux obstacles aussi au développement de la science, c'est la pression du court-termisme. On veut des résultats financiers, des résultats immédiats. Or, l'assurance, c'est un processus quand même de moyen terme. D'un autre côté, on a la pression des fois de bailleurs de fonds qui veulent de l'innovation pour de l'innovation. Or, ma foi, on a tout à construire, y compris en termes de produits sains. Commençons par là. On me parle souvent de l'obstacle culturel. Alors, savoir que le besoin de protection est universel. On l'a bien expliqué préalablement. Les gens se sont toujours organisés anthropologiquement autour de la question des risques, les dons et les contre-dons, la diversification des actifs, la diversification des activités. Vous avez une historienne qui s'appelle Laurence Cotten qui a écrit un livre sur le microcrédit à l'époque pré-industrielle en France. On retrouve les mêmes mécanismes de crédit solidaire qui existent actuellement dans beaucoup de pays. Donc vous avez tout cela, et vous avez aussi des mutations au sein des sociétés qui fait que les gens sont en recherche de nouvelles protections. Alors quelles sont ces mutations? Vous avez une pression démographique extraordinaire ces 50 dernières années. Vous avez eu la crise des États et aussi une exode rural conséquente qui s'est traduite par une explosion aussi du secteur informel. Vous avez des pressions individualistes de plus en plus fortes. Et c'est sur fond aussi de médias, la télévision a bouleversé aussi le comportement, y compris dans les bidonvilles à Casablanca, je peux les voir, vous avez des antennes satellitaires. En Inde, vous avez les villages ruraux maintenant qui sont connectés à des antennes satellitaires. Donc c'est des mutations qui appellent aussi à des nouvelles transformations. On parle de la culture, à Baalbek, dans le nord, qui est une religion, dans une région où le chiisme religieux est très très puissant. Donc il y avait une personne qui voulait s'assurer, et nous, on voulait s'assurer qu'ils comprennent le mécanisme de payer une prime pour un bénéfice aléatoire. Qu'est-ce que nous a dit cette cliente? Elle nous a dit, bien sûr qu'on ne récupérera pas cette prime, puisque c'est normal, si Dieu ne nous a pas apporté le malheur, on ne va pas demander un remboursement. J'ai aussi un passage sur le vaudouisme, parce qu'à chaque fois on me dit, oui, mais notre culture, c'est notre culture, c'est la qualité, etc. Mais ça aussi, parce que dans le vaudouisme, dans un livre que je lis actuellement, c'est notre rôle aussi en tant qu'assureur de comprendre la culture populaire. C'est à côté du Fa, personnification du destin, on trouve l'Egba, qui est surnommé le tricheur, qui lui permet de ruser avec le destin. Il représente le changement et la contestation. Il est aussi celui qui ouvre à toutes les autres divinités le chemin vers les humains. Chaque individu dispose de son Legba qui l'aide à surmonter les difficultés rencontrées dans sa vie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de déterminisme. Il y a des orientations. Toujours, une culture n'est jamais d'un bloc, elle est extrêmement mouvante et elle a souvent des logiques implacables également. Alors, qu'est-ce que l'on fait néanmoins pour comprendre et développer l'assurance? Eh bien d'abord, on s'intéresse à la culture des risques des populations et la priorisation des risques qui sont exprimés par les populations. Et là aussi, un risque, c'est une donnée objective et subjective. Vous voyez qu'en Haïti, quand on a posé la question avec les ASI dans les bidonvilles, il y a déjà plus de 3 ans, quels étaient les risques les plus redoutés, alors ils nous disaient plein de choses. Ils nous disaient, ben, c'est des fois les gangs, c'est des fois les légumes qu'on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas non plus des fois à s'en sortir, c'est les accidents. Et le mot qui a déclenché la priorisation du risque, c'est le mot shai, fardeau. Et c'est le mot fardeau, ils nous ont dit, c'est les funérailles. Et c'est curieux, mais c'est le même terme qu'on utilise en Zambie. C'est une toula, c'est fardeau, et c'est les funérailles qui sont demandées. Donc on a pu tout de suite là percevoir les possibilités d'offrir un produit d'assurance qui répondait à des cultures populaires importantes. Au Sénégal, c'est les incendies, les inondations qui sont demandées. C'est très difficile pour nous de lancer comme ça, parce qu'on vit dans des zones des fois inondables structurellement dans la banlieue de Dakar. En Côte d'Ivoire, ça dépend des cultures. Les Baoulés, les Bétés vont demander les funérailles. Culturellement, c'est important. Dans la culture musulmane, les funérailles, on enterre très vite, très rapidement. Les rites sont moins financièrement coûteux. Et donc, c'est autre chose qui est demandé. Donc, au sein même d'un autre pays, vous voyez, il y a une priorisation des risques différents. La santé revient de façon constante. Quand au Vietnam, la société change aussi. Vous savez, les pays changent en 10 ans de façon extrêmement rapide, des fois en bien, des fois en mal. Au Vietnam, on assiste à une privatisation, voire explosive, de la santé et de l'éducation. Et les gens n'y arrivent plus. Or, ils veulent protéger le capital scolaire, on va dire, de leurs enfants, qui assurera plus tard leur retraite. Donc, il y a des besoins énormes, par exemple, en rente éducation. Alors, on voit qu'on est en relation, en compétition, au contraire, on doit s'inspirer des assurances informelles, Parsem,
toutes ces populations. Et pour ça, il faut tenir compte des cultures sociétales. Vous voyez bien qu'en Côte d'Ivoire, mais un peu partout, on réfléchit à ça, essayer de développer de l'assurance funéraire, par exemple, pour des personnes qui ont 65 ans, 70 ans, leur disant « Mon ami, tu es trop vieux, tu ne rentres pas dans nos critères. » Je peux vous assurer que comme il y a le culte des aînés et qui sont des notables, vous n'aurez aucune chance de diffuser, de promouvoir l'assurance. C'est pour ça qu'on a impliqué et on a augmenté l'éligibilité du contrat d'assurance qui va jusqu'à 70 ans sans qu'on ait eu des conséquences majeures. Pour définir une prestation d'assurance, on réfléchit aussi. Vous voyez ce qui me semble, moi, en tant qu'occidental curieux et plutôt populaire en Haïti. Donc, qu'est-ce qu'elle nous disait, cette personne, juste après le tremblement de terre? On les a interrogés pour mesurer l'impact sur le produit Protecta. Elle nous disait, je veux la fanfare pour mes funérailles, je ne négocierai pas l'idée de ne pas avoir de fanfare quand je serai dans mon où c'est les parents. On voulait protéger la scolarité, on veut protéger la scolarité des enfants en cas de décès des parents. En Côte d'Ivoire, on nous a posé la question, tu as tes papiers, ton argent, tu es à l'hôpital. Comment on fait pour envoyer des papiers? Autre question, le papa est enterré le jour même, on n'a pas de papier. Comment on fait pour aller recevoir l'argent? Donc vous voyez, c'est des questions très pratiques, très techniques, qui, je veux dire, déconstruisent les images de populations fatalistes et incapables de comprendre l'assurance et ses processus. Et enfin, Léogane, et ça c'est une question que j'ai eue vraiment dans les trois continents où j'interviens régulièrement, c'est que passe-t-il si notre bénéficiaire meurt avant nous? C'est la question qui nous avait été posée à Léogane il y a quelques années. Alors on adapte en termes culturels aussi, vous voyez bien, je parle de la mort, mais on travaille sur la santé, sur les rangs d'éducation, sur l'assurance auto également, dans pas mal de pays qui devient obligatoire. Donc, mais vous voyez ici la culture différente, deux cultures que je trouve assez proches, la culture, on va dire, des Balkans, des Baoulés, et ce que j'ai pu voir en Haïti. Mais vous voyez que même pour un produit similaire, eh ben, la représentation de la mort est différente. À gauche, on utilise le terme de COPEX solidarité. Vous voyez une dame avec une certaine tristesse. Et quand on a voulu proposer des maillots de sponsors avec assurance funéraire, comme on l'a fait en Haïti, ici, les gens m'ont dit surtout pas. Porter Protecta, porter COPEX solidarité et cette assurance funéraire, la mort va venir sur moi. En Haïti, il n'y a aucun problème en termes de sponsors à donner les maillots. Donc vous voyez qu'il y a toujours une adaptation au fait culturel. Bien sûr, on fait des campagnes de formation, d'explication, de vente, qui sont importantes. Le rôle des vendeurs qui sont formés, non pas pour faire de la vente forcée, parce que ça ne marche pas sur le moyen terme, mais pour bien expliquer. Les gens, ils nous le disent. Ils nous le disent toujours, on veut que ce soit clair, précis. Quand vous nous dites, par exemple, 10%, c'est 10%. C'est ça qui les intéresse. Dès qu'ils sentent la méfiance, plutôt le doute, les incertitudes, les gens partent. Ce n'est pas que culturel, bien entendu, l'assurance. C'est une alliance, j'insiste, parce qu'on retient souvent de l'assurance la composante technique et financière est moins culturelle. Et puis, il va de soi que ce que l'on fait ici en Haïti, et qu'on fait dans d'autres pays, c'est on s'appuie sur des procédures extrêmement rigoureuses, un système d'information solide qui résout aussi la question des pièces justificatives. Donc, tout est bien établi. La microassurance est assurance, mais qu'on optimise au maximum. Je peux vous donner ma parole. Si je peux me permettre, que ça a toujours eu des influences sur les programmes d'assurance traditionnels quant à la procédure que l'on met. On suit les programmes. Pourquoi? Parce que c'est à travers des tableaux de bord que l'on va mesurer ce qu'on appelle la sinistralité dans des zones géographiques. On ne peut pas se permettre d'envoyer tout le temps des experts pour voir si le sinistre a vraiment eu lieu, s'il y a eu fraude. Donc c'est des tableaux de bord qui vont nous renseigner sur ce qui se passe dans une région et par rapport à certains agents. C'est un suivi rigoureux. On suit le programme en termes aussi de la gestion du suivi clientèle. Juste après le tremblement de terre, on a fait un focus group avec donc Isabelle, Viner, DASI, d'autres personnes de l'équipe. DASI l'a fait dans d'autres endroits. Et quelles questions on a eues? Des questions, vous savez, très simples. J'avais l'habitude de payer ma prime périodique, ma cotisation pour Protecta, et maintenant, si j'ai un retard de 2 mois dans le paiement, qu'est-ce qui va se passer? Et puis quelqu'un d'autre nous a dit, quand on perd toutes les pièces justificatives, comment peut-on faire la déclaration? Donc les gens nous ont vraiment, on a été vraiment près d'eux pour mieux comprendre leurs difficultés par rapport, bien sûr, à leur vie quotidienne, l'impact de l'assurance pour eux-mêmes et comment, bien sûr, on pouvait régler le plus rapidement possible les sinistres. Les règlements de sinistres, c'est donc un enjeu crucial pour l'assurance.
On aide ici les bénéficiaires à remplir leur contrat d'assurance, leur déclaration de sinistre. On les sollicite aussi via des SMS. On a des documents simplifiés et adaptés aux contraintes légales pour faciliter la rapidité de souscription. Et c'est ce qu'on a vu, et j'ai ce témoignage vidéo. On a filmé, vous savez, quand vous avez vu la photo avec beaucoup de pudeur, parce qu'on n'arrive pas là pour faire des documentaires. Les familles nous ont permis de filmer les funérailles parce qu'elles ont compris que ça permettait de démocratiser, de vulgariser, de montrer l'importance de l'assurance. Et c'est cette vidéo, vous pourrez la voir en ligne aussi sur YouTube ou ce que vous voulez. On sait maintenant, on sait que maintenant cette assurance est réelle. Elle remercier donc lors des funérailles de National d'État, c'est vraiment encore réel. On n'a pas fait du tout une publicité sur ce fait, donc ce serait pas permis. Alors quelles sont les conditions de réussite? Je dirais que l'assurance ne peut se développer, vous savez, au Sénégal, on dit il ne faut pas développer des assurances de toubab, des assurances de blanc. Les assurances qui ont été développées dans la plupart des pays en développement et émergence, ce sont des assurances, y compris dans le code, qui est purement inspiré de codes occidentaux qui n'ont rien à voir avec la culture sociétale. Donc c'est tout cela qu'il s'agit d'inventer pour répondre aux besoins des populations et à leurs besoins de couverture tels qu'ils l'ont exprimé. C'est un professionnalisme à toute épreuve, vous savez, c'est pas de l'amateurisme, on n'est pas là pour faire des bonnes actions sympathiques et utopiques. On est là pour travailler, pour apporter une valeur ajoutée. On a tout à démontrer l'importance de l'assurance, mais je pense qu'avec les premiers résultats, on y arrive. Ensuite, on inclut une réflexion sur les réseaux de distribution qui sont populaires et c'est du pragmatisme. Et je dirais que c'est l'enjeu de ce que je peux avoir dans la plupart des pays. L'obstacle, c'est la culture du contentement. Je vois beaucoup de contentement, on est content. On est content de ce qui se passe et de la situation réelle qui comprend en termes d'assurance. Et je dirais que c'est cette culture de contentement que dénonçait l'économie Chicago Press à propos de la crise de 29. Et qu'est-ce qu'il disait pour dire un peu ce problème du contentement? Il disait à propos de la crise de 29, à l'automne de 1929, les Américains les plus puissants pendant un temps très bref se révélèrent comme des êtres humains. Comme la plupart des humains, ils firent des choses très sottes. En général, plus la réputation antérieure d'omniscience était grande, plus la bêtise de la veille était sereine, plus grande était la sottise qui apparaissait maintenant. Et plus récemment, nous avons eu Greenspan. Donc nous avions affaire non pas à une bulle, mais à une écume, de nombreuses petites bulles locales qui n'atteignaient jamais une échelle suffisante pour menacer la santé de l'économie. Donc vous voyez, c'est le côté certitude, le côté la microassurance est une utopie, de populariser l'assurance est une forme de contentement, de penser qu'on ne peut pas le faire. Et ma foi, c'est tout ce que l'on essaye de démontrer à notre âme. Je vous remercie. Ceux qui sont restés jusqu'à cette minute, vous avez pu apprendre les futurs mots, vous voudrez danser, vous voudrez amener, n'est-ce pas, à leur humeur avec de la musique. Et il y a une question pour vous, messieurs. Je sais que les gens sont très fatigués. Effectivement, c'est une question importante par rapport à son activité. Et pourquoi il n'y a pas de couverture d'assurance pour les gens qui meurent suite du sida? Bon, au niveau de la ILC, on paie normalement les gens qui meurent du sida. Et au niveau de l'assurance classique, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui remboursent à 50%. Et au départ, c'était exclu complètement, mais depuis pratiquement environ 10 ans, les compagnies d'assurance remboursent environ à 50%. Et au niveau de la micro-assurance, on ne fait pas de différence. Donc, de toute façon, on ne demande pas comment est morte la personne, on prend en charge tout simplement les funérailles. Je voudrais également, avant de clore ce dernier panel, j'apprécierais au nom du public, au nom de la population générale, que les contrats d'assurance soient écrits, non pas avec le SAI 6, mais au moins avec le SAI 10. Les lettres sont trop petites. Il faudrait appliquer un petit peu les lettres pour les contrats. Mesdames, messieurs les banquiers également. Vous n'avez pas de questions? Eh bien, je vous remercie. Je remercie le panel.
je vous dis déjà, demain, ce sera la journée technologique. Il y aura beaucoup de mais particulièrement demain dans la matinée, il y a une assurance et je vous assure, M. Barreau sera du panel et l'ONA, et il y aura beaucoup de choses. Je vous remercie. Et il y a encore une question? Non, c'est vendredi. Vendredi, nous avons dit au groupe Croissance et céder la place aux autres, nous n'avons jamais pu présenter les résultats de nos deux observations sur le secteur financier haïtien réalisées en 2010 et en mars 2011. Demain, ce sera fait de toute façon pour faire la transition entre le panel des assurances et High Five. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup aimé votre présence dans nos belles années. Yes. Okay. De la musique. Bon, tout est bon. Miref là. Yo tin bagite tout son. Nous même nous